La Jirama a expliqué que le délestage à Tanajif sont dus à la baisse de production solaire et au faible niveau d'eau à décalé à cause de l'hiver. L'hiver ne peut pas justifier les délestages pour les politiciens qui appellent à des solutions structurelles plutôt que des justifications. 4 ans après sa création, le Fonds souverain malagasy reste entouré d'opacité. Aucun rapport publié, aucun contrôle visible, déplore le président du parti HVM, qui estime que Madagascar en crise n'a pas les moyens de se lancer dans un tel mécanisme sans garantie de transparence. De l'actualité internationale, l'Ukraine a subi une attaque impliquant le nombre record de 355 drones dans la nuit de dimanche à lundi. Après un week-end de frappes massives au cours duquel Donald Trump a accusé Vladimir Poutine d'être complètement fou, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé lundi l'impunité de la Russie. La Jirama a expliqué aujourd'hui sur sa page Facebook que les coupures de courant à Tanajif durant la saison hivernale sont dues à la baisse de la production d'électricité solaire et à la diminution du niveau d'eau alimentant la centrale d'Andekalek. En conséquence, les délestages tournants sont à nouveau appliqués. Cette explication a provoqué de vives réactions, beaucoup rappelant que l'hiver à Madagascar n'a rien d'inédit. Pourtant, les responsables continuent de l'invoquer comme s'il s'agissait d'un phénomène imprévisible. L'hiver ne peut pas être utilisé par les responsables comme excuse ou écran de fumée pour justifier les délestages, a déclaré Taina Razafnduel à ce jour. La population, dit-il, attend des solutions structurelles, pas de justification. Regardez loin, mais arrêtez les excuses. Nous avons besoin de solutions concrètes. Les énergies renouvelables sont déjà là. C'est vrai, leur production diminue un peu en hiver, mais cela ne devrait pas être un obstacle pour faire fonctionner le pays. Les gens doivent pouvoir travailler. Notre politique énergétique devrait s'orienter clairement dans cette direction, au lieu de recruter des étrangers à prix d'or. Je n'ai rien contre ces personnes personnellement, mais le bon sens commande de capitaliser sur nos atouts. Nous vivons dans un pays de soleil, alors investissons dans ce potentiel. Je vous le dis, assez d'excuses, des solutions existent. Et pendant qu'on cherche des prétextes, on ne parle plus des délestages dans les hôpitaux. Pourtant, cela tue. Non, les Malgaches ne sont pas heureux et pauvres. Beaucoup meurent. Aujourd'hui, il fait très froid. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'un toit digne, d'un emploi stable. L'État ne peut pas distribuer de toits de fortune et de couverture à tous. Madagascar est devenu un pays de supplice. Les citoyens ont à peine accès à leurs droits fondamentaux, une alimentation correcte, un approvisionnement en électricité et en eau stable, un travail décent et la sécurité. C'est pourquoi les Malgaches, en particulier les jeunes, fuient le pays dès qu'ils en ont l'occasion. L'objectif des dirigeants serait-il de fabriquer une génération de Malgaches mendiants professionnels, dépendants des distributions? Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes pensent que la réussite passe par un départ à l'étranger. Parce que chez nous, la vie est devenue un calvaire. Les dirigeants affirment que tout va bien dans le pays. Mais si tel est le cas, alors pourquoi leurs enfants étudient-ils tous à l'étranger? Pourquoi les hauts fonctionnaires se font-ils soigner à l'étranger au moindre problème de santé? Il y a là une contradiction criante, et les jeunes finissent par adopter la même mentalité. Vous envoyez vos enfants à l'étranger, vous partez en vacances là-bas, et vous vous étonnez que la jeunesse rêve de fuir ce pays? C'est à vous, dirigeants, de montrer que Madagascar peut offrir une vie décente. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une population résignée à vivre dans l'imperfection et la médiocrité. Les dirigeants les bercent de promesses illusoires, notamment sur la fin des délestages, le dernier compte-rendu du Conseil des ministres ou encore les inaugurations présidentielles de parcs solaires illustrent ce décalage entre les discours et la réalité. Depuis plus de 6 ans, les Malgaches entendent les mêmes engagements sur l'énergie, mais restent dans l'obscurité. Avant, on accusait le manque d'eau, aujourd'hui, on accuse le manque de soleil.
4 ans après sa mise en place, la transparence autour du Fonds souverain malagasy demeure inexistante. Où en est la transparence concernant les sources de financement, la gestion, l'utilisation des fonds et les résultats concrets liés à la création de ce fonds souverain? Qui sont réellement les bénéficiaires et les gestionnaires de ce fonds? Les activités du fonds suivent-elles les règles des marchés publics et sont-elles soumises au contrôle de la Cour des comptes? Autant de questions qui préoccupent actuellement une grande partie de la population, notamment depuis l'annonce de la prise de participation à hauteur de 49% du capital de Neo dans le cadre du projet Saoufk par le Fonds souverain malagasy. À ce jour, aucun rapport public n'a été publié sur ce sujet, ce qui alimente les demandes d'explications adressées au régime en place. Un pays en difficulté comme Madagascar n'est pas encore censé se lancer dans la création d'un tel fonds, d'où les inquiétudes sur sa transparence, selon le président national du parti HVM. Fanao tokoa les fonds souverains. Ho ana firenena ohatrany hoe reny any golfa sy golf persika sy ny sisa reny vola hafa ataoko hoe. Il est certes courant de mettre en place un fonds souverain, mais cela concerne surtout les pays développés, comme ceux du Golfe, où ce fonds est alimenté par les surprofits, et non par des fonds publics déjà limités. L'ancien ministre de la Communication l'a d'ailleurs rappelé au Sénat, pourquoi se précipiter pour créer ce fonds souverain, surtout s'il est utilisé pour des projets non prioritaires, simplement dictés par la volonté du président. Lorsqu'une idée leur vient, il force sa réalisation, et plus personne n'ose contester. Mais le jour viendra où il faudra transmettre le pouvoir, et la question du fonds souverain risque d'être particulièrement épineuse, car tout est actuellement très flou. Les dirigeants devront alors expliquer l'utilisation de ce fonds. Ils y ont déjà versé 15 millions de dollars provenant de QMM, mais ensuite, le silence reste total. Il faudra bien, un jour, en rendre compte. Dollar tary amin'ny QMM raha tsy diso nalefa ao amin'le fonds souverain de ahoana moa zany io? Mendrika hazavaina kosa zany. Dans la situation actuelle, l'utilisation des fonds du Fonds souverain malagasy est en totale contradiction avec sa véritable raison d'être qui devrait être orientée vers l'élaboration de projets de développement selon la cellule de crise d'Iovy Madagascar. Fa ny olana amintsika zany zao de hoe lasa action le izy. Lasa action any anatina. Notre problème, c'est que ce fonds souverain est désormais utilisé comme une action dans des projets comme Vouloubé 2. Il est donc utilisé dans la participation dans des projets où le privé est encore dominant, alors qu'il devrait être destiné à financer des projets de développement. Par exemple, il aurait pu être investi dans un projet d'État à 100%, comme la mise en place d'un réseau d'irrigation à Bévoué où le seul porteur sera l'État, pour soutenir les périmètres agricoles. Voilà ce qu'aurait dû être un usage cohérent d'un fonds souverain et non son utilisation en tant qu'actionnaire dans l'exploitation de Vouloubé. La Norvège demeure une référence mondiale en matière de fonds souverains, avec une vision à long terme étendue jusqu'à la 4e génération. Pour rappel, à ce jour, le Fonds souverain malagasy ne serait toujours doté que de 13 millions de dollars provenant de la société QMM, sauf si d'autres sources de financement prévues par la loi ont été enregistrées depuis son adoption et sa mise en œuvre en 2021, mais n'ont pas encore été rendues publiques. Il n'y a toujours pas de nomination officielle du représentant de la SICNA à Madagascar, alors que la quasi-totalité des autres pays membres ont déjà désigné leurs représentants, à l'exception notable des Comores. Cette situation s'explique par le climat de confusion qui règne au sein de la représentation locale de la SICNA depuis la désignation controversée d'un nouveau responsable début janvier. Une nomination qui, selon les agents, n'a pas respecté les normes légales encadrant la désignation de hauts responsables et qui serait entachée de favoritisme, comme cela a déjà été rapporté dans les médias. Parmi les dispositions ignorées figure notamment l'annexe 5, article 2, alinéa 6 du statut du personnel de la SICNA, qui stipule que les représentants doivent être choisis par le directeur général parmi les candidats répondant au mieux au profil des postes. Or, aucune procédure de mise en concurrence n'a été observée et la personne nommée ne répondrait pas aux critères requis. D'après les informations fournies par les employés et les syndicats qui soutiennent leurs revendications en faveur de la transparence. Le poste de représentant de la SICNA est pourtant stratégique. Il agit au nom du directeur général et travaille en lien étroit avec les ambassades des pays membres pour la coordination du transport aérien sur le continent africain.
Or, malgré l'enjeu, les pratiques opaques, la corruption et le népotisme persistent à Madagascar, menaçant la crédibilité de cette coordination régionale. Selon des rumeurs persistantes, certaines autres autorités exerceraient des pressions pour maintenir ce représentant controversé à son poste. Des manœuvres auraient été observées pour maquiller les tensions internes, à l'image d'un rassemblement organisé le week-end dernier pour afficher un soutien factice dans l'objectif de convaincre le siège de la SECNA à Dakar. Mais selon plusieurs employés, ce responsable ne serait pas en mesure de gérer efficacement le secteur. Ceux qui osent s'opposer à cette situation font face à des pressions, voire à des intimidations. Certains ont été contraints à la démission. Une situation qui rappelle des scénarios déjà vécus dans d'autres institutions publiques du pays. Il est temps d'agir pour permettre à la SECNA de retrouver un fonctionnement normal et transparent, selon les explications. Pour rappel, le mandat de l'ancien représentant a expiré le 31 décembre 2024. Le poste était donc vacant au 1er janvier. Pourtant, dès le lendemain, soit le 2 janvier, un nouveau représentant était déjà en place. Le syndicat des employés avait demandé l'AVP, avis de vacances de poste, mais celui-ci n'a été publié qu'après la nomination, confirmant le manque de transparence dans la procédure. 5 mois plus tard, ni les autorités gouvernementales, ni les responsables au sein de la SECNA n'ont réagi. Même le président du conseil d'administration de la SECNA, Roland Ranzatwil, ancien ministre des Transports, reste silencieux, alors qu'il est censé bien connaître les enjeux de cette nomination. Les revendications des employés, notamment l'augmentation des salaires promises, sont restées lettres mortes, tandis que les hauts responsables continuent de bénéficier d'avantages, à l'image du PCA qui aurait vu son salaire doubler selon des sources internes. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les dérives qui gangrènent de nombreuses institutions à Madagascar. Le favoritisme, la corruption et le mépris des règles nuisent gravement à la crédibilité du pays sur la scène internationale. Une prise de responsabilité s'impose pour que la gestion du secteur et l'image du pays retrouvent leur dignité. Plus le gouvernement est intervenu dans le secteur de la vanille, plus ce secteur s'est affaibli au cours des 8 dernières années. Fixation des prix, agréments filtrant les opérateurs, décisions centralisées, résultat, un marché fragilisé. Pourtant, lors du dernier Conseil des ministres, délocalisé dans le Nord, de nouvelles réformes ont encore été annoncées. Face à cela, des économistes appellent les dirigeants à tirer les leçons du passé. Efa be reo vaolany, efa be reo mesura zay niraisy Madagascar mahakasika an'ity siage'ny la vanille teto Madagascar. Madagascar a déjà multiplié les mesures dans le secteur de la vanille, mais sans réel impact au niveau local. Des décisions souvent motivées par des intérêts politiques. Concernant le système d'agrément, il y a même eu une période où l'accès a été fortement restreint, mais étrangement, seuls les proches du pouvoir en ont bénéficié. Des mesures de façade, destinées à calmer l'opinion, mais qui ne s'attaque pas aux vrais problèmes. La fixation des prix a également été très préjudiciable pour Madagascar, car les prix sur le marché international doivent obéir aux lois de l'offre et de la demande. Azadiny fa ny vidin'entana raha mbola ao anatin'ny siège iraisam-pirenena dia tsy maintsy mifanaraka foana ny tolotra sy ny tinady. Les réformes ne peuvent pas réussir sans une véritable décentralisation et sans un plan économique adapté aux réalités locales. Voizitsika ao anatin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao na sy ampiariana maro ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana tena izy. On parle souvent de décentralisation, mais dans les faits, c'est presque de la centralisation à tous les niveaux. C'est l'une des erreurs majeures de la politique générale de l'État, ne pas avoir accordé, dès le départ, d'importance aux besoins de développement, à la restructuration économique et politique depuis la base. Cette erreur, persistante depuis le début du régime, continue d'affaiblir l'économie malgache. Pour avancer, il faut partir des réalités du terrain, connaître les besoins des consommateurs, et comprendre les exigences du marché international, en matière de normes et de qualité. Inona fangatany inona ny filana iraisam-pirenena amina resaka norme amina resaka qualité. Il est urgent d'écouter les acteurs du terrain, depuis les producteurs jusqu'aux exportateurs, en passant par les acheteurs. Ce n'est pas dans les salons ou à Antananarivo qu'on peut comprendre les vrais besoins du secteur vanille. À Madagascar, les liens entre la sphère politique et le monde des affaires deviennent de plus en plus étroits.
un élu a affirmé aujourd'hui que la situation actuelle illustre clairement le renforcement de cette imbrication au point de compromettre l'égalité des droits économiques et la liberté d'expression des entrepreneurs qui ne soutiennent pas le régime en place. Selon lui, si cette tendance se poursuit, certaines grandes entreprises pourraient être utilisées comme source de financement indirect pour le pouvoir. Les entrepreneurs qui refusent de s'aligner politiquement feraient déjà l'objet de pression, contrôles fiscaux abusifs, blocages administratifs ou restrictions d'accès au marché. Ces pratiques nourrissent l'inquiétude et paralysent les acteurs économiques désireux de travailler légalement sans entrer dans la logique partisane. Ceux qui osent formuler des critiques deviennent rapidement des ennemis politiques. L'objectif caché derrière cette fusion entre politique et économie est de renforcer le pouvoir en place en filtrant les entrepreneurs selon leurs opinions. C'est devenu un outil politique. Résultat, certains secteurs, qui ne sont ni alignés avec les intérêts du régime ni soumis à sa volonté, sont négligés dans la gestion du pays. Par conséquent, ils ne peuvent pas se développer. Aujourd'hui, créer une entreprise ou exercer dans un secteur d'activité devient un outil vers l'irrégularité. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui possédaient déjà des entreprises avant de s'engager en politique se retrouvent dénaturées. Alors que dire de ceux qui sont devenus entrepreneurs directement à partir du milieu politique? Ils se heurtent au mur. Sur le plan juridique, rien n'interdit aux entrepreneurs de s'engager en politique ou d'exprimer leurs opinions. Dans les pays développés, leur participation à la vie publique est même encouragée, notamment sur les questions de politique économique. Ce n'est pas le cas à Madagascar, où cette confusion grandissante nuit à la concurrence loyale et compromet la maîtrise de l'économie nationale. Face à cette dérive, le député appelle à une mobilisation des institutions de contrôle pour restaurer la transparence commerciale et la stabilité politique à travers des lois claires et un renforcement de la régulation.